Je vais vous présenter maintenant le passage d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Pour passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel, on fait simplement une sorte d'organisation de ce passif et de cet actif en fonction de trois cycles principaux de l'entreprise. En général, on peut identifier trois cycles principaux dans une entreprise. Vous avez le cycle de financement, le cycle d'investissement et le cycle d'exploitation. Et donc, sur base de ces trois cycles, on va réorganiser le bilan comptable d'une manière à faire apparaître ces trois cycles. Le cycle de financement est lié à toutes les ressources financières destinées à financer le cycle d'investissement de l'entreprise. Donc, dans ce bilan fonctionnel, on va placer d'abord toutes les ressources financières de long terme destinées à financer l'investissement de l'entreprise et ces ressources, on les appelle ressources stables. Donc là, le financement est lié à ces ressources stables et le cycle d'investissement est lié à ce qu'on appelle des emplois stables. Et ce cycle représente l'investissement de long terme. Et puis, ce qui reste, c'est le cycle d'exploitation. Et ce cycle d'exploitation est lié à tout ce qui est actif circulant et au passif circulant. Donc, vous avez ces trois cycles qui vont être représentés dans ce bilan fonctionnel pour analyser est-ce que l'entreprise présente un équilibre financier ou pas. Et pour faire ce classement à partir d'un bilan comptable, il y a déjà un élément qui simplifie sa tâche, c'est que dans le plan comptable, on classe les comptes du passif en fonction de la durée de remboursement des dettes. Donc, les ressources stables se trouvent déjà dans les premières classes de ce passif. Et pareil pour l'actif, on classe les comptes en fonction de la liquidité de ces actifs, c'est-à-dire que ce qui reste dans l'entreprise pour une longue durée, on le trouve déjà dans les premières classes de l'actif. Et cela simplifie énormément la tâche de trouver les ressources stables et les emplois stables à mettre dans le bilan fonctionnel. Et tout ce qui n'est pas ressources stables et emplois stables fait partie de l'autre cycle, à savoir le cycle d'exploitation. Mais en même temps, dans certains cas, il y a des retraitements à faire et des reclassements à faire pour passer de ce bilan comptable à ce bilan fonctionnel. Alors, pour effectuer ces différentes modifications, on peut utiliser des tableaux comme celui-là, par exemple, pour apporter les différentes modifications sur le bilan comptable afin d'arriver à un bilan soit financier ou fonctionnel. Je vais utiliser ce tableau plus tard, mais pour le moment, j'aimerais bien vous présenter d'abord la logique globale de ce bilan fonctionnel. Dans ce bilan, vous avez d'abord les ressources stables qui doivent financer en premier lieu tout ce qui est emploi stable. Et l'une des premières choses qu'on doit vérifier, c'est que ces ressources stables sont supérieures à ces emplois stables. Et cette différence qu'il y a entre ces ressources stables et emplois stables, ça donne ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et ce fonds de roulement, c'est de l'argent qui va servir à financer le cycle d'exploitation de l'entreprise, qui peut être financé aussi par une partie des dettes à court terme. Mais ces dettes à court terme sont des dettes qui sont instables, c'est-à-dire que l'entreprise doit les payer à n'importe quel moment à court terme, comme par exemple une facture d'un fournisseur, une dette envers l'État, etc. C'est pour ça que dans un bilan fonctionnel, pour être en équilibre, il faut assurer un fonds de roulement positif pour faire face à ce cycle d'exploitation. Dans ce cycle d'exploitation, on peut distinguer entre deux choses essentielles qui sont l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie de l'entreprise. Et donc, si vous faites l'actif circulant hors trésorerie moins les dettes de l'entreprise à court terme, on arrive à un autre indicateur qui est le BFR, le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire en d'autres termes, le besoin de l'entreprise de cet argent-là qui excède de ses ressources stables une fois l'actif immobilisé et financé. Et donc cet argent-là va servir à financer ce qui reste à financer de l'actif circulant.
Pour avoir plus d'explications par rapport à ces indicateurs, vous pouvez vous référer au premier cours de l'analyse financière sur cette chaîne. Ce que j'aimerais bien aborder là maintenant, c'est les différentes modifications qu'on peut apporter sur un bilan pour arriver à un bilan fonctionnel. En partant bien sûr d'un bilan comptable. Bien, pour cela, on va prendre un exemple pratique pour bien comprendre les différents cas et la logique derrière ces modifications. Je vais prendre par exemple ce bilan comptable et on va voir de quelle manière on va le modifier pour devenir un bilan fonctionnel. Mais d'abord, je vous présente le contenu de ce bilan. Les valeurs dans ce bilan sont aux milliers d'euros. À l'actif, vous avez d'abord l'actif immobilisé et puis l'actif circulant. Et vous avez remarqué peut-être que vous avez ici 3 colonnes à l'actif. Dans un bilan, normalement, on a des valeurs nettes et on peut se limiter à ce cadre. Mais pour établir le bilan fonctionnel, on a besoin de ces informations dans ces 2 colonnes. Dans cette première colonne, on a des valeurs brutes et dans la deuxième, nous avons les amortissements et provisions. Et à chaque fois, vous avez les valeurs brutes moins les amortissements et provisions donnent la valeur nette. Alors, dans un bilan fonctionnel, on doit faire apparaître des valeurs brutes. Pour établir le bilan fonctionnel, je vais utiliser cette structure. Je vais la mettre en dessous ici et le bilan juste au-dessus. Ce bilan fonctionnel, on peut le découper déjà aux masses bilantaires. Dans la colonne des emplois, vous avez des emplois stables que je vais abrévier ES. Dans les ressources, vous avez d'abord les ressources stables et puis dans les emplois, vous avez l'actif circulant et le côté ressources passif circulant et puis vous avez la trésorerie active et la trésorerie passive. Dans les emplois stables, on doit mettre tout ce qui est durable dans l'entreprise, à savoir l'actif immobilisé, mais à la valeur brute. Donc, on doit simplement prendre ce total de 112 et le mettre dans cette masse bilantaire ES. Du coup, vous avez 112 de emplois stables. Après, pour l'actif circulant, on doit prendre les stocks, les clients et les créances diverses. Et la banque, ça fait partie de la trésorerie active, ce qui fait 56 en actif circulant et 23 en trésorerie active. Maintenant, il reste le côté ressources. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces masses bilantaires? Alors, par rapport à ces ressources stables, on va prendre toutes les ressources durables, à savoir les capitaux propres et les dettes de long terme, les dettes financières ici. Mais il faut faire attention parce que dans ces dettes, il y a des dettes qui font partie des dettes de court terme. Vous avez ici cette remarque, les dettes financières comportent 2000 euros de CBC, des concours bancaires courants. Il s'agit de découverts bancaires qu'on va réduire de ces dettes de long terme et on va placer cette dette dans la trésorerie passive. Mais aussi dans ces ressources stables, on va intégrer tout ce qui est amortissement et provision. Parce que d'un point de vue financier, c'est de l'argent qui reste à disposition de l'entreprise et qui doit être ajouté aux capitaux propres pour établir ce bilan fonctionnel. Donc en résumé, dans ces ressources stables, on va avoir les 84 ici de capitaux propres, plus les 50 000 d'amortissement et provisions, plus les dettes de long terme, moins ce qui fait partie de CBC dans ces dettes. Donc, en résumé, dans les ressources stables, on va mettre le total des capitaux propres de 84, plus 50 d'amortissement et provisions, plus 40 de dettes financières de long terme. Et les 2000, on les ajoute dans la trésorerie passive. Ce qui donne, si mon calcul est juste, 174 dans les ressources stables et 2 dans la trésorerie passive. Et dans le passif circulant, on va mettre les dettes de court terme, à savoir fournisseurs et dettes diverses. 12 plus 3, ce qui donne 15 000 ici. Il faut rectifier ici diverses avec ES. Et pareil pour les créances, c'est créances diverses. Voilà. Et maintenant, ce qui reste à faire avec ce bilan fonctionnel, c'est d'analyser la situation financière de cette entreprise en calculant les différents indicateurs comme le fonds de roulement, le BFR et la trésorerie nette. Le FR, ça se calcule par la différence entre les ressources stables et les emplois stables. 174 moins 112,
ce qui donne 62 000 euros. Et le BFR, on peut le calculer par la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. 56 moins 15, ça donne 41 000. Et finalement, la trésorerie nette, on peut l'obtenir de deux manières, soit en faisant la trésorerie active moins la trésorerie passive, ce qui donne 21 000. Les valeurs sont en milliers d'euros. Mais on peut calculer aussi cette trésorerie nette par la différence entre le FR et le BFR, c'est-à-dire 62 moins 41, ce qui donne la même chose, 21. Et d'après ces résultats, l'entreprise se porte bien financièrement. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas d'analyser la situation financière, mais simplement de vous montrer les différentes modifications qu'on peut apporter sur un bilan comptable pour établir un bilan financier. Et dans ce cas précis, j'ai abordé deux modifications importantes. Vous avez le traitement des amortissements et provisions qui s'ajoutent aux capitaux propres pour établir le bilan fonctionnel. Et la deuxième modification, c'est de déplacer les dettes de court terme de ces dettes de long terme. Alors, pour la suite de ces cours, je vais aborder d'autres situations ou bien d'autres retraitements que je vous présenterai dans ce tableau, tout en précisant la logique derrière chaque modification. Je suis toujours dans le cadre de l'analyse fonctionnelle d'un bilan. Dans le cadre de cette analyse fonctionnelle, on doit transformer d'abord un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Et pour cela, il suffit d'apporter des modifications sur le bilan comptable pour le transformer en bilan fonctionnel, en ajoutant des choses et en supprimant des choses pour adapter le contenu de ce bilan de manière à permettre l'analyse des trois cycles de l'entreprise, à savoir le cycle d'investissement, le cycle d'exploitation et le cycle de financement. Bien, on va voir tout ça aujourd'hui et dans la suite de ces cours. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. J'ai plein d'autres nouveaux cours que j'aborderai sur cette chaîne d'une manière unique et originale et toujours avec une méthode qui va vous simplifier la compréhension des choses et débloquer peut-être chez vous l'envie d'approfondir ces matières encore davantage. Dans le cours précédent, je vous ai expliqué comment on traite les amortissements et provisions dans le cadre d'un bilan fonctionnel. Et aujourd'hui, je vais aborder d'autres modifications qu'on peut apporter sur un bilan comptable pour devenir un bilan fonctionnel. Et pour cela, je vais utiliser ce tableau pour vous présenter les différentes autres modifications du bilan comptable pour établir un bilan fonctionnel. Pour compléter ce tableau, c'est très simple. Vous avez ici l'actif et le passif du bilan. Et dans ce tableau, vous avez les masses bilantaires qu'on va trouver dans ce bilan comptable. Par exemple, vous avez l'actif immobilisé, on va prendre la valeur nette des actifs immobilisés et on va la placer ici. Les stocks, on prend la valeur de 30, on va la mettre ici. Les créances, vous avez les clients et les créances diverses, 15 plus 4. Ça fait 19, on va mettre 19 ici. Pour les disponibilités, c'est tout ce qui est banque et caisse. Dans le tableau, vous avez 23. On place 23 dans cette case. Pour le moment, je vous explique simplement comment compléter ce tableau à partir de ce bilan. Et ensuite, je vous expliquerai les différentes modifications à apporter sur ces masses bilantaires. Pour les capitaux propres, on prend simplement le total des capitaux propres ici dans le bilan. 84 et on la place ici. Pour les dettes à long terme, dans ce bilan, il s'agit de dettes financières de 42. On place ici 42. Pour les dettes à court terme, on va prendre les dettes fournisseurs plus les dettes diverses. Ça fait 15 et on va placer 15 dans cette case. Je place alors ces différents chiffres. Il faut bien garder à l'esprit d'avoir l'équilibre entre l'actif et le passif. Ça fait bien dans ces deux cas 141. C'est le total net que vous avez au bilan. Alors pour le moment, je vais utiliser ce tableau pour vous expliquer les différentes opérations à apporter sur ces données. Alors ces valeurs de l'actif sont des valeurs nettes. Dans un bilan fonctionnel, on doit avoir des valeurs brutes. Et pour avoir des valeurs brutes, on doit ajouter à ces valeurs tout ce qui est amortissement et provision. Et pour garder l'équilibre entre l'actif et le passif,
on doit ajouter quelque part au passif la même chose, mais il faut bien savoir où ajouter ces amortissements et provisions. Est-ce que dans les capitaux propres, dans les dettes à long terme ou à court terme? Pour cela, il faut bien comprendre ce que ça signifie les amortissements et provisions. Je vous donne un exemple. Vous utilisez dans votre travail cette voiture. Cette voiture, avec le temps, ça perd de sa valeur et c'est bien ce qui est comptabilisé comme charge d'amortissement. Juste à titre d'exemple, on va dire que vous avez acheté cette voiture 20 000 euros et que vous avez choisi d'utiliser l'amortissement linéaire de cette voiture sur 5 ans. Ce qui fait que la perte de la valeur de cette voiture est estimée à 1/5 chaque année. 1/5 de 20 000, ça fait 4 000 euros. 4 000 euros la première année, 4 000 euros la deuxième année, et puis la troisième, la quatrième, jusqu'à la 5e année. Et au bout de la 5e année, vous estimez que la valeur de cette voiture est équivalente à 0. Enfin, c'est ce qui est reconnu comptablement. Mais d'un point de vue financier, on ne peut pas prendre en compte ces évaluations de perte de valeur car cette voiture gardera bien une grande valeur à la fin de la 5e année et puis ces évaluations sont très relatives. Et en même temps, puisque cet argent ne sort pas de la caisse de l'entreprise, on les ajoute au bilan pour adopter les valeurs brutes du patrimoine de l'entreprise. Donc, si je prends en considération cette voiture, ça fait partie de l'actif immobilisé. Donc, je vais ajouter ici la valeur de l'amortissement parce que dans ce total de l'actif immobilisé, on prend les valeurs nettes, c'est-à-dire qu'on avait déjà réduit cet amortissement et donc sur le plan financier, on ajoute ces amortissements pour tenir compte de la valeur brute du patrimoine de l'entreprise. Maintenant, au niveau passif, on doit rajouter cet argent à quel niveau? Bien sûr, au niveau des capitaux propres. Parce que cette voiture, ça fait partie du patrimoine de l'entreprise et ce patrimoine appartient au propriétaire de l'entreprise et donc la valeur de ce patrimoine fait bien partie des capitaux propres de l'entreprise. Donc pour les amortissements, on les ajoute à l'actif immobilisé et aux capitaux propres. Par rapport aux provisions, c'est la même logique. L'entreprise met de côté de l'argent pour faire face à un risque éventuel qui peut se produire prochainement. Et donc ça, c'est comptabilisé comme charge au niveau de la comptabilité, mais sur le plan financier, on voit cet argent toujours à disposition de l'entreprise. Et donc, ces provisions, on les ajoute à l'actif. S'il s'agit par exemple des factures de clients douteux, on peut rajouter ces dotations aux créances et au capital ici. Si je prends l'exemple de ce bilan utilisé précédemment, si je suppose par exemple que vous avez en amortissement et provision 43 à l'actif immobilisé, donc vous ajoutez 43 à l'actif immobilisé comme amortissement et provision. Vous avez aussi au niveau actif circulant 7 en amortissement et provision. Vous ajoutez ça à l'actif circulant, plus 4 en stock, plus 3 en créance client. Et en même temps, vous ajoutez le total de tout ça, à savoir 50 dans les capitaux propres. Et s'il n'y a que ça comme modification, vous calculerez le total dans chaque case pour obtenir le bilan fonctionnel. Donc là, on a traité avec ce tableau les amortissements et provisions. Dans cet exemple même, vous avez cette information, les dettes financières comportent 2 000 euros de CBC. Les dettes financières se trouvent ici dans les dettes à long terme. Et d'après cette remarque, il y a 2 000 euros de ces 42 qui fait partie plutôt des dettes à court terme. Pour traiter cette information, on réduit 2 000 euros de ces dettes de long terme et on les ajoute aux dettes de court terme. Là, on met CBC. Et l'impact que cette modification va avoir sur le bilan fonctionnel, c'est que les ressources stables vont diminuer, ce qui va faire diminuer aussi le fonds de roulement. C'est-à-dire que l'entreprise aura moins d'argent pour financer l'investissement de l'entreprise. Bien, jusqu'à présent, je reste toujours avec ces deux modifications, à savoir les amortissements et provisions et les dettes de court terme qui se logent dans les dettes de long terme. Maintenant,
Maintenant, je vais évoquer d'autres modifications, les modifications qu'on peut apporter sur ces données du bilan pour établir le bilan fonctionnel peuvent être de différentes natures, comme par exemple une entreprise qui utilise un stock de sécurité. Ça veut dire quoi un stock de sécurité? C'est un stock assez particulier utilisé par l'entreprise pour avoir toujours des marchandises en stock, pour éviter d'être en rupture du stock, même dans le cas d'un retard de livraison de marchandises. Alors ce type de stock peut être vu comme quelque chose de durable dans l'entreprise. Au lieu de le considérer comme actif circulant, on va plutôt le placer dans l'actif immobilisé. Si par exemple ce stock de sécurité est de l'ordre de 4 000 euros, on déplace ces 4 000 euros du stock de l'actif circulant pour les mettre en actif immobilisé. Un autre exemple dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle le capital non appelé. En fait, il s'agit d'une partie du capital souscrit par les actionnaires, mais qui n'est pas encore versé à la société. En comptabilité, on a une réalité juridique. On se base sur les engagements et les contrats. Et donc, on est obligé en comptabilité d'enregistrer ce capital souscrit. Et la partie de ce capital qui n'est pas versé à la société s'appelle capital non appelé. Et d'un point de vue financier, cet argent-là n'existe pas dans l'entreprise, donc on doit la retirer de ce capital. Et donc, on doit éliminer également sa contrepartie dans les actifs immobilisés. Ces deux modifications sont liées au capital non appelé. Je vais me limiter dans ce cours à ces modifications et prochainement, je vais vous parler des équipements financés par le crédit bail, des primes de remboursement des obligations, des écarts de conversion et peut-être d'autres retraitements également. Alors avant de finir, j'ai oublié de préciser une notion importante qui est la notion de capitaux permanents et sa différence par rapport aux capitaux propres. En fait, ça a été une question qui m'a été adressée dans les commentaires. J'espère que la personne qui a demandé cette question est toujours là. En fait, quand on parle des capitaux propres, on est plus dans une notion purement comptable et donc une notion très juridique. Dans ce cas, on parle de l'argent apporté par les propriétaires de l'entreprise. Cette notion de propriétaire est étroitement liée à cette notion de capital en comptabilité. Alors que quand on parle des capitaux permanents, on est plus dans une notion financière et en finance, quand on parle d'un capital, on parle simplement d'une somme d'argent destinée à financer un projet, sans préciser l'origine de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut être propriétaire de cet argent ou simplement un emprunt bancaire. Et donc, cette notion de capitaux permanents englobe toutes les ressources financières apportées pour financer le projet de l'entreprise, que ce soit des dettes de long terme ou des capitaux propres. Et pourquoi on qualifie ces capitaux de permanents? Je pense que ce terme permanent est lié à l'exercice comptable. Un exercice comptable, ça dure normalement une année. Au premier jour, on a un bilan initial, on effectue l'ouverture des comptes et le dernier jour, on solde les comptes et on établit le bilan final. Et donc, toutes les ressources financières qui restent disponibles pour l'entreprise durant cet exercice comptable, on les qualifie de permanentes, car ça reste en permanence disponible pour l'entreprise pendant l'exercice comptable. Voilà pour cette question, j'espère que c'est clair. J'aborderai ensuite ces différents éléments qui sont très importants en analyse financière. Je suis toujours avec cette question du passage d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. La question est la suivante, quelles sont les différentes modifications à appliquer sur un bilan comptable pour devenir un bilan fonctionnel? J'ai rassemblé ces différentes modifications dans le tableau suivant. J'ai déjà abordé la question des amortissements et provisions, la question du capital non appelé qui se réduit aussi bien à l'actif que au passif. J'ai parlé aussi des dettes financières de court terme qui se trouvent dans les dettes de long terme. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un autre traitement qui concerne le crédit bail. Et ce traitement s'effectue aussi bien à l'actif que au passif du bilan. N'ayez pas peur de ces textes, ne vous inquiétez pas, je vais vous simplifier les choses. Vous allez voir, c'est très simple.
Bien, on va voir la logique de ces modifications concernant le crédit bail. Je vais vous expliquer ça d'une manière très simple. Vous avez cette belle voiture par exemple. Alors cette voiture, vous avez deux choix pour l'utiliser. Soit vous l'achetez ou simplement vous la louez. Dans le cas de la location, vous n'êtes pas propriétaire de ce bien. Mais dans le cas de l'achat, vous êtes propriétaire du bien. Et dans ce cas, vous devez faire un choix de financement de ce bien. C'est-à-dire de quelle manière vous allez financer l'achat de ce véhicule. Dans le cas d'une entreprise qui va acheter ce bien pour son usage professionnel, elle va avoir deux choix de financement. Et pour comprendre ces choix de financement, on va se référer au bilan comptable. Dans un bilan comptable, si on regarde le passif du bilan, on trouvera que l'entreprise peut financer tout ce qu'elle possède à l'actif par deux moyens. Par les capitaux propres, et dans ce cas, on parle d'autofinancement, ou par les dettes de long terme. Et dans ce cas, il faut faire appel à un crédit bancaire. Et donc, si l'entreprise veut acheter cette voiture, dans ce cas, cette voiture doit figurer à son actif. Et si l'entreprise finance cette voiture par une dette, on va avoir l'augmentation des dettes de la valeur de la voiture et l'augmentation de l'actif de la valeur de la voiture aussi. Mais dans le cas de la location de ce véhicule, on ne va pas faire apparaître sa valeur à l'actif puisque l'entreprise n'en est pas propriétaire. Mais simplement, l'entreprise va enregistrer simplement des charges de location. Et cela intervient au compte de résultat et non pas à l'actif du bilan. Donc on va avoir simplement des charges qui vont réduire en fait le résultat de l'entreprise dans le cas de la location. Alors revenons maintenant à notre schéma d'avant. À part ces deux moyens pour utiliser ce bien, on a mis en place un troisième moyen qui combine aussi bien la location que l'achat. Et ce moyen s'appelle le crédit bail. Alors ça consiste en quoi le crédit bail? Ça consiste tout simplement à louer ce bien pendant une certaine période jusqu'à la fin du contrat et à ce moment-là, on va avoir la possibilité d'acheter le bien loué en payant simplement la valeur résiduelle de ce bien, c'est-à-dire ce qui reste de sa valeur en tenant compte de l'usure à la suite de son usage. Et donc avec le crédit bail, vous êtes locataire jusqu'à la fin du contrat et à la fin du contrat, vous allez avoir le choix d'acheter le bien, de rendre le bien à son propriétaire ou de renouveler un autre contrat de crédit bail. Et donc, en comptabilité, si vous faites appel au crédit bail, vous êtes un simple locataire de ce bien. Et pour cela, vous allez enregistrer simplement des charges de location dans le compte de résultat. Ça ne peut pas être autrement parce qu'en comptabilité, on se base sur la réalité juridique des actes. Et donc, en comptabilité, vous ne pouvez pas enregistrer ce bien à l'actif parce que simplement, vous n'êtes pas propriétaire de ce bien, mais un simple locataire. Mais en finance, on va regarder plutôt la réalité économique de ce crédit bail. Et donc, on va traiter au bilan cet usage de ce bien de la même manière que dans le cas où on est propriétaire. Je vous explique cette vision financière des choses. On va mettre des chiffres sur cette situation. On va dire que le prix de ce bien est 20 000 €. Vous avez choisi d'utiliser ce bien dans le cadre d'un contrat de crédit bail. Et pour cela, vous allez payer chaque année 4 000 € et à la fin du contrat, on va dire au début de la 5e année, vous aurez une option d'achat. Une option, c'est-à-dire une possibilité, un choix. Vous pouvez l'acheter à sa valeur résiduelle à ce moment-là ou simplement le rendre au propriétaire avec qui vous avez signé un contrat de crédit bail, ce qu'on appelle un crédit bailleur. Imaginez maintenant une autre entreprise qui a choisi d'acheter ce bien en faisant appel à un crédit et que la banque lui propose exactement le même schéma de financement, à savoir 4 000 € par an jusqu'à la 5e année. Alors, économiquement parlant, j'aimerais bien que vous m'expliquiez la différence qu'il y a entre celui qui a fait le choix de financer ce bien avec un crédit bail et celui qui a fait le choix d'utiliser un crédit bancaire pour devenir propriétaire et l'acheter mais payer la même chose ici.
Vous voyez bien que la réalité économique de ce crédit-bail est la même que dans le cas où on fait appel à un crédit pour devenir propriétaire du bien et payer des mensualités ou bien des annuités jusqu'à la fin du contrat. C'est pour ça qu'en finance, on va voir ce crédit-bail exactement de la même manière que dans le cas où on fait un crédit pour acheter le bien. Et donc, pour cela, les retraitements à faire en finance, c'est de faire apparaître ce bien au bilan exactement comme si on l'avait acheté avec une dette ici. C'est pour ça qu'on doit ajouter sa valeur à l'actif et faire apparaître à la dette de long terme l'équivalent de sa valeur. On peut faire ce traitement la première année de l'acquisition de ce bien par crédit-bail. Mais les années d'après, on doit garder à la dette uniquement ce qui reste à payer et ajouter ce qui est déjà payé ici au capital. Dans le cas d'un crédit, c'est des amortissements qui s'ajoutent au capital. Et la réalité économique de cela, c'est comme si on inscrit au capital juste la proportion utilisée effectivement de ce bien. En quelque sorte, vous n'êtes propriétaire de ce bien que proportionnellement à ce que vous avez payé. Je vous donne un exemple plus tard, mais j'aimerais bien que vous captez d'abord l'idée de base de ce traitement. Je pense que j'ai une autre idée pour vous expliquer ce traitement d'une autre manière. Je vais sortir de ce cadre professionnel et on va dire que vous voulez habiter cette maison. Et pour cela, vous avez deux choix. Soit louer cette maison, soit acheter cette maison. Dans ce cas, vous êtes propriétaire et dans l'autre cas, vous êtes locataire. Je vais noter à titre d'exemple que les loyers s'élèvent à 1 000 €. Mais dans le cas d'achat, vous faites appel à un crédit et vous payez la même chose, 1 000 € par mois. On va dire sur une durée de 25 ans. Alors, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre ce 1 000 € et ce 1 000 €? Si vous êtes locataire et que vous payez 1 000 € par mois, vous payez en fait votre usage de ce bien. Mais quand vous payez 1 000 € à la banque, vous payez une partie de votre propriété de ce bien. Si ces paiements s'étalent sur 25 ans, alors vous n'êtes propriétaire que proportionnellement à ce que vous avez payé à la banque. Et si à un certain moment vous n'arrivez plus à payer cette somme à la banque se trouve dans le droit de réclamer, de récupérer ce qui reste à payer exactement comme si la banque partageait avec vous cette propriété. C'est pour ça que le traitement de crédit-bail en finance consiste à mettre au capitaux propre les sommes déjà payées du crédit-bail et le reste à payer dans les dettes de long terme. Et à l'actif, on garde toujours la valeur brute de l'acquisition du bien. Mais en comptabilité, on doit respecter l'aspect juridique du crédit-bail. Car juridiquement, vous n'êtes que locataire dans le cadre du crédit-bail. Et donc, vous devez enregistrer plutôt les paiements comme charges au compte de résultat. Et l'impact de cela au niveau fiscal, c'est de réduire le résultat et donc l'impôt à payer à l'État. Sur ce plan-là, les entreprises trouvent un avantage de faire appel à un crédit-bail que de faire appel à un crédit tout court pour financer l'acquisition des actifs. Finalement, si je reviens à mon tableau ici, je pense que vous allez comprendre ces traitements effectués. Pour établir un bilan fonctionnel, on doit ajouter à l'actif la valeur d'origine des équipements financés par crédit-bail et au passif, on doit ajouter la valeur nette des équipements financés par crédit-bail et inscrire les amortissements du crédit-bail au capitaux propre. Ici, vous avez la valeur d'origine, c'est la valeur brute de l'acquisition du bien. Au capitaux propre, vous avez tout ce que vous avez payé qui est vu d'un point de vue financier comme la partie de la propriété de l'équipement acheté par un crédit-bail et aux dettes, vous avez le reste à financer dans ce crédit-bail. Je vais vous expliquer maintenant les écarts de conversion actif et les écarts de conversion passif. Mais avant cela, j'aimerais bien vous présenter rapidement la prime de remboursement des obligations. Je vais vous présenter cette notion de prime de remboursement des obligations d'une manière simplifiée. J'insiste d'abord sur la nécessité de suivre ces cours depuis le départ. Si vous n'arrivez pas à suivre et que vous trouvez que je parle de plus en plus chinois, c'est que peut-être vous n'avez pas encore regardé les autres cours avant. Pourquoi j'ai dit chinois? Non, c'est une expression.
Je n'ai rien contre. Bien. D'abord, que signifie cette notion d'obligation? Si je prends un bilan comptable, on va remarquer qu'au passif du bilan, il y a deux types de ressources financières. Tout ce projet de l'entreprise est financé par ces deux moyens, les capitaux propres et les dettes. Alors, par rapport aux grandes entreprises cotées en bourse, ils peuvent augmenter ces sources de financement aussi bien au niveau capital qu'au niveau dette. La différence qu'il y a entre capital et dette est très simple, je vais vous l'expliquer. Les capitaux propres, c'est l'argent qui vient des propriétaires de l'entreprise. Et les dettes, c'est l'argent qui vient des prêteurs qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Alors, au niveau des marchés financiers, si l'entreprise veut augmenter ses sources de financement au niveau capital, elle va émettre ce qu'on appelle des actions. Et si elle veut augmenter ses ressources financières au niveau des dettes, elle va émettre ce qu'on appelle des obligations. Quand vous achetez une action au niveau de la bourse, vous achetez un titre de propriété. Et quand vous achetez une obligation, vous achetez un titre de créance. Si vous possédez des actions d'une entreprise, vous possédez une partie de la propriété de l'entreprise. Et si vous possédez des obligations, vous avez prêté simplement l'argent à l'entreprise et vous aurez droit à des intérêts. Dans le cas des actions, vous aurez droit à une partie des bénéfices qui s'appellent les dividendes. Si l'entreprise, bien sûr, en distribue aux actionnaires. Et par rapport aux obligations, vous aurez droit à des intérêts ou ce qu'on appelle des coupons. Alors, si ces notions de base sont claires, on va voir maintenant la prime de remboursement des obligations. Pour comprendre ces primes de remboursement des obligations, il faut savoir d'abord comment ça marche les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires sont des emprunts qui naissent de l'émission d'obligations qui sont répartis entre de nombreux prêteurs, à l'inverse de l'emprunt individu qui est individuel obtenu par l'entreprise d'un seul prêteur. Alors par rapport à l'emprunt obligataire, l'entreprise va mettre sur le marché des obligations. Et pour vous simplifier la compréhension de ces obligations, on peut les imaginer sous forme d'un billet de cette manière. Et sur chaque obligation, il y a une valeur nominale, par exemple 100 euros. Et si par exemple l'entreprise a besoin de 100 000 euros, elle peut mettre sur le marché 1000 obligations d'une valeur nominale de 100. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que l'entreprise peut émettre ses obligations à un autre prix que la valeur nominale. C'est ce qu'on appelle le prix d'émission. Ce prix d'émission, c'est ce que les acheteurs vont payer pour acheter ces obligations. Et ce prix peut être différent de 100 euros. À titre d'exemple, on peut mettre pour ce prix d'émission 99 euros. Ces acheteurs de cette obligation, on les appelle les souscripteurs. Donc ce 99 euros, c'est ce que paieraient les souscripteurs à la société. Et puis à la fin du contrat, vous avez le prix de remboursement de ces obligations à ces souscripteurs. Et ce prix de remboursement peut être aussi différent de la valeur nominale et le prix d'émission. On peut mettre par exemple 103 euros. L'entreprise peut fixer ce prix de remboursement plus élevé que la valeur nominale de l'obligation pour inciter les souscripteurs à acheter ces obligations. Et cette différence qu'il y a entre le prix d'émission et le prix de remboursement, c'est bien ce qu'on appelle la prime de remboursement. Alors au niveau comptable, comment ça s'enregistre cette prime de remboursement ? Je prends cette image pour vous expliquer. Alors, je garde l'image ici explicative pour que vous puissiez bien se référer à ce schéma. Au niveau de la dette, vous avez l'emprunt obligataire d'une valeur de 103 000 euros. C'est bien ce que l'entreprise doit rembourser aux souscripteurs. C'est une dette envers eux. 103 000, ça vient de la multiplication du prix de remboursement 103 fois 1000 obligations. Alors, au niveau actif maintenant, l'entreprise va recevoir à la banque non pas 103 000, mais simplement ce que les souscripteurs vont verser à la société à la suite de leur achat, à savoir 99 000 euros. Donc, à la banque, vous avez 99 000.
Et la différence qu'il y a entre 103 000 et 99 000, c'est bien ce qu'on appelle la prime de remboursement qui est de 4 000 euros. Alors ça, c'est l'impact sur le bilan comptable de l'achat de ces obligations. Mais sur le plan financier, en fait, on doit adapter ce bilan pour correspondre à la réalité financière de l'entreprise. En fait, ce que l'entreprise a reçu effectivement à la suite de la vente de ses obligations, c'est uniquement ce 99 000 euros. Donc, financièrement parlant, cette prime de remboursement n'a aucun effet sur les ressources financières effectives de la société. C'est pour ça que dans le bilan fonctionnel, on doit retirer cette prime de remboursement de l'actif et du passif, pour ne tenir compte que des ressources effectivement reçues par l'entreprise. Ici, je reviens à mon tableau ici, vous allez comprendre ce traitement par rapport à la prime de remboursement des obligations qui s'élimine aussi bien de l'actif que du passif. Maintenant, je vais aborder les écarts de conversion actif et passif. Pour bien comprendre les retraitements concernant les écarts de conversion actif et passif, je vais partir de quelques exemples simples sur base d'un bilan comptable. D'abord, il faut bien comprendre l'origine de ces écarts de conversion. Vous avez par exemple, à une date bien précise, on va dire à titre d'exemple, au 1er mars, l'entreprise a acheté des marchandises à un fournisseur étranger à 1 000 $. Mais comme en comptabilité, on doit inscrire les opérations en devise nationale, on doit convertir ce 1 000 $ en euros. Imaginez par exemple qu'à cette date, le 1 000 $ égale 1 000 euros. Et l'inscription de cette opération au bilan, c'est simple. Vous avez l'augmentation de charges au niveau achat de marchandises et cela, ça se passe au niveau du compte de résultat. Et vous avez aussi au niveau passif le compte fournisseur qui augmente de la même somme 1 000 euros. Je vais m'intéresser simplement aux modifications à mettre dans le bilan. Imaginez maintenant qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, le 1 000 $ devient 1 100 euros. Alors, à la date de la fin d'année, on va clôturer les comptes et en comptabilité, on doit rectifier cette augmentation de dette à la suite de l'évolution du taux de change. Dans ce cas, à la fin de l'année, notre dette de 1 000 $ devient 1 100 euros. C'est-à-dire qu'à cette date, pour convertir 1 000 $, on doit payer 100 euros de plus par rapport à la conversion à la date de 1er mars. Ce qui entraîne ce qu'on appelle une perte latente. Alors cette perte n'est pas effective parce que cette facture-là ne sera pas payée à cette date, mais bien plus tard. Et plus tard, le taux de change, ça peut varier soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, d'un point de vue financier, on ne peut pas tenir compte de cette modification au bilan. Mais on va se baser simplement sur la valeur d'origine de l'opération. Alors d'abord, c'est quoi la modification à apporter sur le bilan à la suite de l'inventaire du 31/12 ? Bien sûr, notre dette fournisseur va augmenter, donc on va ajouter ici 100 euros et on ajoute à l'actif un écart de conversion actif de la même somme, 100 euros. Donc par rapport au fournisseur, on va avoir 1100 au lieu de 1000 et à l'actif, on ajoute écart de conversion actif de 100. Alors si on veut convertir ce bilan à un bilan fonctionnel, on doit retirer cet écart de conversion actif aussi bien du compte fournisseur qu'au niveau actif. Et de cette manière, on retrouve ici la valeur d'origine de la dette fournisseur. Alors, en règle générale, si vous avez un écart de conversion actif dans un bilan et qu'on précise que cet écart concerne une dette, on retire en fait cette valeur de l'actif et du passif. Je pense que vous avez capté l'idée de base de ces retraitements pour établir un bilan fonctionnel. Dans cette situation, j'ai pris le cas de l'achat de marchandises avec une perte latente. C'est-à-dire que ma dette envers le fournisseur augmente à la suite d'une évolution défavorable du taux de change. Mais à l'inverse, si à cette date, le taux de change est plutôt donne 900 euros au lieu de 1100, à ce moment-là, j'aurai ce qu'on appelle un gain latent. Et donc, comptablement, j'aurai 900 ici au lieu de 1000 euros de la facture d'origine.
Et là aussi, il faut rectifier aussi cet écart de conversion en ajoutant la différence aussi bien au passif que à l'actif. Je dois préciser juste que cet écart de conversion actif, ça peut concerner aussi une créance client. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici l'achat de marchandises, je vais parler de vente de marchandises à un client étranger. Et dans ce cas aussi, pour passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel, il faut éliminer de ce bilan tous ces écarts de conversion. Voilà, j'espère que vous avez capté l'idée de base de ces retraitements par rapport à ces écarts de conversion. Dans la suite de ces cours, je vais vous parler d'un autre tableau ou bien d'un autre bilan qui est le bilan financier. Et on peut adopter la même structure pour apporter des modifications sur un bilan comptable afin d'établir un bilan financier.